Hey, salut! Damn les gens, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo très spéciale consacrée à Ta mère, il paraît qu'elle est bonne. Salut c'est Hugo, 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 j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, c'est le moment de se plonger dans en curry. Bon, on la commence cette vidéo ou quoi? Et sinon, je pourrais aussi vous parler de la datation à l'uranium-plomb, qui a permis d'estimer l'âge du plus vieil objet terrestre connu, une roche de zircon vieille de 4,4 milliards d'années. Mais bon, on va quand même pas commencer à parler de cailloux sur cette chaîne. Hey, mais c'est à cause de mon minéral préféré! Et oui, vous le demandiez, bah voilà, c'est le zircon. Oui, le zircon. Pas parce que son nom est une véritable invitation à la rigolade, bon ça joue pas mal, pas non plus parce que les joailliers l'appellent faux diamant et qu'on en fait des bijoux, même si en ma qualité de femme, j'aime tout ce qui brille. Non, la vraie raison, c'est que ce petit minéral est littéralement le faire-part de naissance de notre planète. C'est grâce à lui qu'on connaît l'âge de la Terre. Rien que d'y penser, moi, ça me fait une sorte de fussoir. Eh bien ça, c'est de la fragilité. Et ça, c'est grâce aux deux super pouvoirs de mon petit minéral fétiche. Le premier, c'est qu'il est quasi immortel. En fait, il résiste très bien à l'altération. Un peu comme le quartz. Vous savez, celui qu'on retrouve pléthoriquement dans le sable une fois que tous les autres minéraux ont été soit dissous, soit transformés par l'eau. Et bah, le zircon, c'est la même chose en beaucoup plus balèze. C'est le minéral le plus résistant qu'on connaisse. Le diamant est probablement bien classé aussi, mais c'est le zircon le big boss. Il craint ni le feu, ni l'eau, ni l'air, ni du boudin. On a retrouvé des zircons qui ont plongé dans le manteau terrestre au niveau d'une zone de subduction. Ils ont été recrachés après par un volcan, ils sont ressortis quasiment intacts. Ils avaient juste les arêtes légèrement émoussées. C'est le Nokia 3410 des minéraux. C'est ce qui en fait le plus vieux. On a retrouvé des zircons de plus de 4 milliards d'années sur Terre. C'était l'enfance de notre planète. Et c'est même la seule trace qu'on ait de cette période reculée. La plupart des roches de l'époque ont disparu. Elles ont été transformées ou bien enfouies en profondeur parce que les roches à la surface de la Terre sont constamment recyclées. Merci la tectonique des plaques. Mais le zircon, lui, il se balade de roche en roche comme si c'était une promenade de santé. Ce qui fait qu'on trouve parfois des zircons plus vieux que la roche qu'il y a autour. C'est un peu comme si vous aviez les yeux de votre grand-mère, mais littéralement. Elle est vraiment salée, hein. Je m'y ferai jamais. Wesh les amis. On va faire un truc très bizarre aujourd'hui. Un type qui chie dans un seau. Petit gourmand. Après, tous les zircons n'ont pas forcément un âge incommensurable, puisqu'ils continuent de s'en former encore aujourd'hui, sous nos pieds, au cœur des chambres magmatiques. Simplement, une fois créés, ils ont une durée de vie plus longue que les Didi. Et c'est tant mieux, parce que comme ils sont résistants à l'altération, ils conservent la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Et en plus, ils peuvent nous raconter leur histoire. Grâce à leur second super pouvoir, ils sont radioactifs. Zoomons. Un cristal de zircon, c'est du zirconium et du silicate qui font de l'acrogène. Parfois, un atome d'uranium qui est radioactif carjack le cristal et s'installe à la place du zirconium en toute impunité. Attendez là, j'ai dit le mot qui fait peur. Femme. Non, pardon, l'autre, radioactif. Oui, le zircon est radioactif, mais à des doses tellement faibles qu'il est inoffensif pour nous si on l'emporte en bijoux par exemple. Donc, relax, il y a moins d'uranium dans votre pendentif qu'il y a d'électeurs du Rassemblement National dans votre famille. Elle est toujours aussi salée. Issou. Donc, revenons à notre zircon. À l'intérieur, l'uranium est pas à l'aise dans son corps, il se sent boudiner. Il a qu'une envie, c'est de perdre du poids avant l'été. Le diktat des magazines féminins. On dit qu'il est instable. Alors, Bouboule fait un régime. Il émet des particules et de l'énergie et il devient un autre élément, du plomb, qui lui est stable. Bon alors en vrai, c'est pas un petit régime mignon qui fait l'uranium, c'est carrément un extrême makeover, mais on va faire simple. Mais après la théorie, la pratique... Fumer un joint avec un petit plateau en argent et un verre à champagne propre en cristal de Bohème. C'est de droite. Regardez ce que l'uranium fait au zircon. Vous voyez cette auréole noire tout autour de lui là? Quand l'uranium se désintègre, les particules qu'il émet vont percuter ses voisins et les envoyer valser. Bonsoir. Au lieu d'être bien rangés, les atomes aux alentours vont baigner maintenant dans un joyeux chaos. Vous aurez peut-être compris où je veux en venir, cette auréole là, c'est du verre. On appelle ce phénomène la métamictisation. Je trouve ça un peu fascinant. On peut admirer l'effet de la radioactivité sur un minéral. Je sais pas, c'est fou? Non? Écoutez-moi bien. On est à peu près tous d'accord, hein. Tu demandes plus ou moins à n'importe qui, il te dira... On s'en fout. À force de déplacer les atomes comme ça, vous vous en douterez, ça abîme le minéral, ça fragilise sa structure. Du coup, il sera plus vulnérable. Et quelque part, je trouve ça beau de se dire que le zircon ne craint aucun élément extérieur, son seul ennemi étant lui. Voici un des lieux les plus froids de la planète.
Et voici Mon cul. Pour les géologues, qu'un minéral soit radioactif, c'est une manne, ou plutôt une mine, parce que ça permet de connaître son âge. Plus un minéral est vieux, moins il contiendra d'uranium, et plus il contiendra de plomb. Et du coup, on peut même calculer son âge en regardant la proportion d'uranium et de plomb qu'il y a dedans. Mais il y a un hic. Tous les éléments radioactifs ne se valent pas. Prenez le carbone 14, un autre radioélément qu'on utilise aussi pour dater des machins. Il a une demi-vie de près de 6000 ans. Ça veut dire que si j'en prends une poignée, il faudra attendre 6000 ans pour que la moitié se soit désintégrée. Et en général, on estime que toute la poignée se sera désintégrée après 8 demi-vies. Donc pour le carbone 14, c'est à peu près dans 50-60 000 ans. Donc on peut s'en servir pour dater des restes organiques récents, comme des fossiles humains, ça c'est cool. Mais si vous voulez l'utiliser pour dater des dinosaures qui ont disparu il y a 65 millions d'années, tout ce qu'il pourra vous dire, c'est qu'il a plus du tout de carbone 14 dedans, donc que votre dinosaure a plus de 50 000 ans. Ça nous fait une belle jambe. Et c'est pour ça qu'en géochronologie, on utilise d'autres éléments à demi-vie plus longue, comme les couples potassium-argon, rubidium-strontium et notre fameux uranium-plomb, puisque l'uranium a une demi-vie respectable de 4,47 milliards d'années. Ça veut dire qu'il nous permettrait de dater des minéraux qui auraient 36 milliards d'années, donc plus vieux que l'univers lui-même. Donc ça va, on a de la marge. Notre zircon, il est présent sous forme de traces dans plein de roches à la surface de la Terre, et ça c'est hyper cool. Ça veut dire qu'on peut dater plein de trucs. Donc on prélève les très rares minéraux de zircon dans ces cailloux, et on les date grâce aux très rares atomes d'uranium qu'ils contiennent. Et l'âge qu'on arrive à connaître, c'est suite à la cristallisation de notre zircon. Non, c'est là. Sa naissance. Les amis, je suis choqué. La banane est un fruit merveilleux. Ça a strictement aucun sens, comme pas mal de trucs que je vais vous présenter dans cet épisode. Ah, ça tournait. L'innocence, la pudeur ou la chasteté. Bon alors, évidemment là, ce truc de datation, ça ne marche plus si le zircon est replongé dans un magma. Là, il perd toute sa mémoire, comme papy. On dit que son horloge est réinitialisée, parce qu'en fait, comme il est chauffé, tout le plomb qu'il contient va s'échapper, et donc c'est comme s'il venait de se former. Un truc que je trouve incroyable par contre, c'est que si le zircon est juste partiellement chauffé, et ben il garde sa mémoire. Il ne perd qu'une partie de son plomb. Et du coup, il peut nous raconter quand il s'est formé et quand il a été réchauffé. Ça, je trouve ça super fort quand même. Quelle est la différence entre Ça m'a fâché et Kierkegaard? J'ai une réponse concrète à vous donner à cette question. Le cul. Déjà, j'ai toujours été un peu fan des dinosaures. Les plus vieux zircons, pas du tout cette titre. J'ai fait un chapitrage. Je recommence. Les plus vieux... Toujours pas. À l'heure actuelle, les plus vieux minéraux qu'on ait trouvés sur Terre, c'est des zircons de 4,4 milliards d'années. On en parlait tout à l'heure. Ils ont été retrouvés dans des grès métamorphisés en Australie. Ils se sont formés juste 100 petits millions d'années après la naissance de la Lune, quand la Terre s'est fait emplafonner par un bébé planète de la taille de Mars. Le choc a été tellement violent que ça a fait fondre les roches sur Terre et ça a créé un océan de magma à partir duquel on pu cristalliser nos zircons. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que nos zircons ont pratiquement vu naître la Lune. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes encore là. C'est marrant. Et j'ai toujours pas parlé de l'âge de la Terre. Et ben on y vient justement. Et étrangement, c'est pas grâce à des roches terrestres qu'on l'a trouvé, c'est grâce à des météorites. Parce que ces corps-là n'ont pas été remaniés constamment comme a pu l'être la Terre. Du coup, ils ont conservé leur mémoire. Et pour vous présenter cette découverte, laissez-moi vous introduire Claire Patterson. Claire Patterson est un géochimiste américain. Dans les années 50, il date des zircons prélevés dans la météorite Canyon Diablo aux États-Unis. Il les analyse grâce à une variante de la méthode uranium-plomb qu'il met au point lui-même et qui s'appelle la méthode plomb-plomb. Et il y a vraiment que son nom qui est rigolo, du coup je vous passe. En tout cas, c'est comme ça qu'il va déterminer cette fameuse date de naissance de la Terre, celle qui est encore admise aujourd'hui, 4,54 milliards d'années. À 3 poils de fion près, hein, parce que la Terre, c'est pas formé comme ça en un claquement de doigts, ni en un clin d'œil entre la poire et le fromage. Ça a quand même pris au moins plusieurs dizaines de millions d'années. Ce résultat, il a pu être confirmé de plusieurs manières. En datant les mêmes cailloux avec d'autres éléments radioactifs, potassium, argon et rubidium, strontium dont on parlait tout à l'heure, et en datant plein d'autres météorites depuis, et tout ça concorde. Ainsi donc, tout porte à croire que la Terre serait bel et bien née il y a 4 milliards et demi d'années avant Josiane Balasco. Mais là, vous vous dites que je débloque complètement, parce que là, en fait, on a daté une météorite, on n'a pas du tout daté la Terre. Et ben en fait, a priori, c'est la même chose. On pense que les corps rocheux du système solaire seraient nés de l'effondrement sur lui-même d'un disque de poussière, comme un frisbee cosmique, autour du bébé soleil. Et du coup, comme ça s'est fait en même temps, tout ce joyeux monde aura le même âge. On le dira jamais assez, mais ne regardez jamais Jean-Marie Bigard. Un érudit en poil. Sous l'eau et comme un peu dans l'espace. Un peu comme lorsqu'on doit changer. ma grand-mère. Une expérience qui a salement dérapé. Le caca, c'est merveilleux. Ça se mange sans fin. Est-ce que ça fait pas une belle chaîne alimentaire tout ça? Donc en fait, ça fait une 70aine d'années qu'on connaît la date de naissance de notre point bleu pâle. Je trouve ça un peu fou que ce soit si récent. Je sais pas, quand mes grands-parents étaient jeunes, et peut-être les vôtres aussi, oui, ça fait bizarre. On croyait encore que la Terre avait une centaine de millions d'années tout au plus. Pourtant, dit comme ça, on a l'impression que c'est une question un petit peu fondamentale. Enfin, je sais pas, quel est l'âge du grand vaisseau cosmique qui nous transporte dans le vide spatial? Pourquoi sommes-nous là? Qu'y a-t-il après la mort? Quelle sauce vais-je mettre dans mon taco? Et bah, que nenni, sauce blanche. Parce que cette question
personne n'en avait rien à talquer pendant des siècles, et particulièrement les géologues. Alors certes, il y a des religieux qui avaient tenté des trucs. En étudiant la Bible, l'archevêque irlandais Ussher a estimé la date de création au 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, selon certaines versions à 9h du matin, heure mésopotamienne. Du coup, la Terre est scorpion, si vous vous demandiez. D'autres pensaient que la Terre avait peut-être toujours été là, comme le géologue Thomas Hutton. Dans sa théorie de la Terre, au 19e, il écrit « We find no vestige of a beginning and no prospect of an end ». On troule. Putain de merde. On ne trouve nul vestige d'un début, nulle perspective d'une fin. Jusqu'à ce que le physicien superstar de l'époque débarque tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'ai nommé William Thomson, alias Lord Kelvin. Il s'est dit que ce mystère ne résisterait pas à un savant calcul. Pour lui, la Terre est à l'origine une boule de magma qui se refroidit très lentement. Spoiler, il avait raison. Et grâce à la physique de pointe de son époque, il a calculé le temps qu'il faudra à la Terre pour refroidir jusqu'à atteindre en surface sa température actuelle. Et il est tombé sur 20 à 400 millions d'années, à la louche. Ce qu'il a réduit après en 20 à 40 millions d'années. Ces travaux ont quelque peu chafouiné les géologues de l'époque parce qu'ils aimaient pas qu'un physicien avec ses grandes hypothèses en l'air là vienne marcher sur leur plate-bande. Non, c'est vrai quoi, laissez-nous ramasser des fossiles en paix et colorier nos cartes géologiques. Il y en a un autre qui était pas ravi non plus. Son nom, Charles. Son prénom, Darwin. Pour lui, l'évolution avait au moins besoin de plusieurs centaines de millions d'années pour que... Et pourtant, le résultat de Kelvin restera la référence pendant près d'un siècle. En même temps, je sais pas, il a la pilosité d'un mec qui s'y connaît, il a utilisé des équations et tout, c'est imparable. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que d'autres expériences complètement indépendantes donnaient des résultats à peu près approchants. Comme l'anglais John Joly, qui a estimé le temps qu'il faudrait pour que les océans deviennent aussi salés qu'une addition chez Starbucks, grâce aux sels minéraux que les rivières arrachent au continent. Zoom, dézoom, zoom, dézoom. Eh bien ça, c'est vraiment... Le violet, moi, c'est ma couleur préférée. Donc, toutes ces expériences concordaient vers une centaine de millions d'années, le consensus de l'époque. Un résultat qu'on sait faux aujourd'hui, mais le pire, c'est que dans les faits, Kelvin avait raison. Il était juste passé à côté de deux éléments importants. D'abord, les mouvements de convection à l'intérieur de la planète, ce qu'on connaissait pas du tout à l'époque. À l'échelle de la planète, en fait, les roches du manteau se déplacent, elles se comportent comme si elles étaient liquides. Du coup, ça va redistribuer la chaleur à l'intérieur de la planète. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo, dans de petits chanceux. Et deuxièmement, la radioactivité, une source d'énergie qui provient des roches et qui produit de la chaleur. Mais ça, c'est pas de sa faute non plus, hein, on l'a découvert plus tard, au début du XXe. Donc, à cause de ces deux facteurs, la Terre se refroidit plus lentement que ce qu'avait prévu ce sale physicien qui se prenait pour un géologue. Par contre, les géologues, eux, ils étaient hyper contents de pouvoir enfin dire à Kelvin qu'il avait tort. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont saisis de ce nouvel outil. Un outil qu'on appelle sobrement... ma bite. Très problématique. Ce nouvel outil qui était la radioactivité pour se dire mais ça fait comme une horloge en fait. Peut-être qu'on va pouvoir dater genre des cailloux avec. Non, ils en avaient vraiment rien à cirer. Ils étaient même plutôt méfiants vis-à-vis de cette sorcellerie. Et du coup, c'est des physiciens et des chimistes qui s'en sont emparés. Et c'est pour ça que les premières datations de roches, c'est des chimistes qui les ont faites. Ils publiaient des bons résultats dans des très bonnes revues qui passaient complètement à l'as. Du coup, ces chimistes avaient un petit peu les boules. Et les uns après les autres, ils se sont dit, puisque tout le monde s'en fout, je change de sujet de recherche et puis allez vous faire cuire des knackis. Il a fallu attendre les années 1910 pour qu'un premier géologue s'empare de cet outil. C'était l'anglais Arthur Holmes. Il était tellement à fond qu'il a daté sa première roche quand il était encore étudiant en licence. Il a passé sa vie à faire du lobbying pour montrer à quel point la géochronologie c'est trop bien et c'est robuste. À 23 ans, 4 ans avant d'avoir sa thèse, il a même publié un bouquin qui s'appelle L'âge de la Terre. Et du coup, il estime l'âge de la Terre, donc au fil de ses recherches, entre 1,6 et 3 milliards d'années. Donc c'est plutôt pas mal, on s'en approche. Et figurez-vous que contre toute attente, il a fini par faire bouger les choses. En 1929, la communauté scientifique consent enfin à modifier l'âge de la Terre de 100 millions à plusieurs milliards d'années. Et ils admettent aussi que oui, ok, la radiodatation, c'est pas si pire. Et puis dans les années 50, Patterson reprend le flambeau, mais vous connaissez la suite. Aujourd'hui, ces méthodes sont complètement entrées dans la routine du géologue. On a quand même parcouru un gros bout de chemin en un siècle et quelques. Et à mon avis, c'est pas fini, puisqu'on commence tout juste à jouer avec des nouveaux radioéléments. Donc il est pas dit que l'âge de la Terre qu'on connaît aujourd'hui reste absolument figé, il peut très bien fluctuer encore un peu. Dans tous les cas, Arthur Holmes pourrait être fier de nous. Mais probablement qu'il s'en calisse, parce que chacun son tour après tout. Mettons que vous ayez une relation un peu spéciale avec votre cheval. À force de sensuelles caresses, etc. Mon Dieu, que c'est vulgaire. Rien ne me plairait moins, rassurez-vous. Je peux comprendre. C'est tout à fait envisageable. Moi, ça me ferait plaisir. Si vous apportez quelque chose, que grand bien vous fasse. Cet épisode est délicieux. Pour finir, voilà, j'attends un heureux événement. Votre don sur Utip ou Tipeee. Merci infiniment aux tipeurs qui me supportent. La simple idée de savoir que vous existez, c'est complètement incroyable. Merci à David, merci à ma maman, merci aux zircons, merci la vie.
Merci vraiment, c'était Science de comptoir. Sur ce. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien retrouvez-moi sur la chaîne YouTube du Vortex où on vient de lancer la 3e saison et c'est moi qui l'inaugure avec une vidéo sur les origines évolutives du rire. Donc en gros pourquoi on rigole? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui rigolent, ce genre de truc? Donc allez sur la chaîne YouTube du Vortex. Et puis sinon j'ai lancé ma chaîne Twitch aussi, donc on a commencé à faire quelques petits lives intéressants, notamment des lives ASMR avec des guests que je vous laisse découvrir twitch.tv/science de comptoir. Et puis si vous voulez pour l'occasion on peut se faire un petit live à la sortie de cette vidéo, comme ça on pourra débriefer ensemble. Venez, on va rigoler, ça va être cool.